Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Georges et bienvenue sur le plateau de Questions de patrimoine pour une émission un brin provocatrice. Aujourd'hui, CGP, pourquoi devenir un peu banquier? Ce banquier universel, ennemi juré des indépendants, disposant d'une force commerciale sans pareil, d'un excellent maillage du territoire et de beaucoup de data, il domine le marché de l'épargne. Mais est-ce une fatalité? Alors pour être un brin provocateur avec nous aujourd'hui, nos invités, Romain Chevalier, directeur du développement des réseaux externes du groupe Apicil. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et Jonathan Benarous, directeur du développement compte-titres de Gresham Bank. Bonjour Jonathan. Bonjour Georges. Et Georges Delataille, comme à l'accoutumée, les internautes qui sont avec nous et qui peuvent poser des questions. Exactement, la règle ne change pas. Vous pouvez toujours poser toutes les questions que vous voulez sous la vidéo. On a déjà reçu une bonne quinzaine de questions. Le sujet intrigue beaucoup. Les internautes cherchent à comprendre qu'est-ce que ça signifie une banque. Au menu de notre demi-heure, un zoom sur Intential Patrimoine, la structure d'Apicil en charge de la distribution avec les CGP. Et puis un zoom, puisque c'est notre sujet du jour, sur l'intérêt de se prendre un peu pour un banquier vis-à-vis des clientèles professionnelles, mais aussi vis-à-vis des clientèles particulières. Tout de suite, on attaque. Jingle. Romain Chevalier, on commence donc par faire le point sur Intential Patrimoine en bref. On reprend l'histoire? Avec plaisir Jean-François. Alors Intential Patrimoine, c'est la marque du groupe Apicil adressée aux distributeurs indépendants. Donc les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine. Cette marque, nous l'avons créée il y a assez peu de temps, c'était à Patrimonia 2016, et elle faisait suite à l'acquisition par le groupe Apicil des activités de Scandia, qui rejoignaient les activités déjà en place au sein du groupe Apicil exercées via courtage et système. Donc Intential Patrimoine, très schématiquement, c'est l'union de ces deux structures, Scandia et courtage et système, en un seul ensemble pour les distributeurs indépendants. Alors, structure de distribution, derrière au sein du groupe Apicil, il y a aussi des usines pour fabriquer des produits. Exactement, c'est parfaitement la bonne image. Intential Patrimoine est la marque de distribution, elle met à disposition des conseillers en gestion de patrimoine notre capacité, nos savoir-faire, fabriqués à l'intérieur des usines à monter des produits d'épargne au sein du groupe. Alors Apicil. ces usines, quelles sont-elles? Alors 3 usines à ce jour. La première, c'est une compagnie d'assurance vie sous supervision luxembourgeoise, dont le siège est à Luxembourg et qui exerce en France via une succursale. Donc ça a été l'origine, ça vient de chez Scandia? C'est tout à fait Scandia, voilà, c'est Scandia. Elle s'appelle Apicil Life aujourd'hui et elle propose au CGP des produits donc sous supervision luxembourgeoise en version vie, en version capi. Donc je note, vous commencez par me parler de la structure luxembourgeoise en premier. Exactement, pour aller à la fin vers le sujet qui nous intéresse ce soir. La seconde, c'est Apicil Assurance, un assureur de droit français, c'est l'assureur natif du groupe Apicil. Et la troisième et dernière, par ordre de construction, mais pas du tout par ordre de priorité pour ce jour, c'est une banque qui appartient au groupe Apicil et qui, elle, est issue du rachat des activités de Legal & General en France fin 2015, début 2016. Donc ce groupe Apicil a racheté donc Legal & General intégralement et à l'intérieur, il y avait une banque qui est aujourd'hui mise à disposition, notamment d'Intential Patrimoine. Donc on voit cette construction qui est à la fois avec de la croissance organique d'Apicil et à la fois avec de la croissance externe avec les rachats de Legal & General Bank France et de Scandia. Si on regarde aujourd'hui, on part de quoi? On part du global d'Apicil. Aujourd'hui, Apicil, ça pèse quoi? Alors, aujourd'hui, Apicil, ça pèse beaucoup plus que ça ne pesait il y a quelques années. Le groupe Apicil sur le marché de l'épargne, c'est à peu près 11 milliards d'euros d'encours à fin 2017 et pour l'année 2017, environ 1,1 milliard d'euros de collecte. Alors je note 11 milliards d'encours. Là-dessus, il y a des réseaux salariés, il y a les CGP. Donc, que pèse Intential Patrimoine dans ce 11 milliards? Alors, dans l'encours de 11 milliards, Intential Patrimoine pèse à peu près pour moitié, donc environ 5,5 milliards d'euros d'encours détenus via les réseaux tiers, les réseaux CGP. Et au niveau de la collecte, en 2017, nous étions à peu près, un peu moins, on dit presque 700 millions d'euros, vous savez, on est toujours un peu en dessous, mais à presque 700 millions d'euros de collecte brute auprès des distributeurs indépendants. Et sur l'année 2018, on cible, avec ambition mais aussi avec raison, à peu près 800 millions d'euros de collecte pour Intential Patrimoine sur son marché. Alors vos forces dans les 700 millions de collecte, tout à l'heure vous m'avez dit en position numéro 1 au niveau production
au niveau usine de fabrication de produits, l'assurance vie luxembourgeoise. C'est aujourd'hui l'endroit où vous faites le plus de collecte? Alors, c'était le cas en 2017. Beaucoup d'attrait pour la supervision luxembourgeoise chez nos partenaires en 2017. C'est un peu moins le cas en relatif en 2018, avec une forte collecte notamment auprès de la personne morale, la clientèle personne morale via Apicil Assurance, et aussi l'épargne bancaire qui augmente. Donc si on fait un dessin avec les trois entités, la collecte sur l'activité luxembourgeoise se maintient, elle progresse sur l'assurance française et elle progresse aussi sur la partie bancaire. Comment se passe le début d'année? On voit par exemple les chiffres de collecte de l'assurance vie qui se sont sensiblement redressés. C'est quelque chose que vous constatez aussi chez vous? Alors on le constate, on a assez peu souffert l'an dernier, donc on constate malgré tout une hausse. Donc l'effet de base sur la était moins partie favorable. L'effet de base, effectivement, on a moins l'effet de hausse parce qu'on n'avait pas trop descendu précédemment. Le gros levier d'accélération cette année, c'est la clientèle personne morale qu'on adresse soit via l'épargne bancaire, soit via l'épargne capitalisation. Ok. Pour faire le tour du propriétaire un peu chez vous, on prend quelques questions. Oui, il y Georges a une grosse question qui ressort, qui est une question très simple, c'est finalement pourquoi travailler avec Intential plutôt qu'avec une autre plateforme? Alors, c'est une excellente question. Déjà, il ne faut pas travailler qu'avec les autres plateformes ni qu'avec Intential, mais je vais essayer de vous donner quelques arguments en faveur d'Intential. Au niveau de l'épargne bancaire, Intential Patrimoine est l'un des rares acteurs à mettre à disposition de ses partenaires une banque qui est une banque de plein exercice. On avait auparavant travaillé avec Jonathan via un PSI, c'était du temps de Scandia et d'Apicil Invest. Aujourd'hui, c'est réellement une banque qu'on met à disposition via Intential Patrimoine de nos partenaires CGP, banque qui nous permet dès aujourd'hui, qui nous permettra encore plus demain d'élargir le champ des possibles. Et au-delà de ça, c'est via un seul interlocuteur commercial, un seul interlocuteur front office, d'accéder à cette diversité qui compose aujourd'hui le groupe Apicil. Voilà. Le groupe Apicil via Intential Patrimoine, ce n'est pas seulement de la banque, ce n'est pas seulement de l'assurance vie classique, ce n'est pas seulement de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est tout ça mis au niveau des attentes de nos partenaires CGP. On a aujourd'hui la présentation par le gouvernement de la loi Pacte, qui va un nouvel élément dans une évolution réglementaire qui est absolument phénoménale. On peut citer PRIPS, MIF2, DDA pour l'automne. Pour vous, qu'est-ce que ça change, toutes ces réglementations? Alors, si on met PRIPS et DDA dans le même bouquet, ça change beaucoup de choses à l'intérieur de nos maisons, des revues de processus, une nouvelle façon de faire de la gouvernance produit, des nouveaux documents à produire pour mieux éclairer le client. Sur la réussite de cet objectif, c'est peut-être discutable à ce jour. Mais ce que ça induit surtout, PRIPS, DDA et puis un peu MIF2 précédemment, c'est l'arrivée progressive, alors là on est dans l'ordre de l'opinion, d'une forme de connaissance par l'épargnant des prix. Donc petit à petit, nous pensons que l'épargnant va devoir s'interroger, va pouvoir en tout cas s'interroger sur le prix de gestion de son patrimoine et de son épargne. Et entre nous, est-ce qu'il y a de vraies différences? Parce que quand je regarde par exemple l'édicte de contrat d'assurance vie, il suffit qu'il y ait une SCPI dans le contrat d'assurance vie pour qu'on ait une fourchette qui soit très large et où finalement quand je regarde des contrats qui a priori paraissent très différents, une fois que je mets les deux dicts face à face, alors, ça ne l'est pas forcément. C'est le constat qu'on a fait avec PRIPS. C'est-à-dire qu'en fonction des réseaux de distribution, les coûts de distribution n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais néanmoins l'asset mix, ce qui est à l'intérieur des produits d'épargne, était assez proche. Voilà, pour ne pas dire identique à chaque fois, mais néanmoins assez proche en termes de répartition par classe d'actifs, structuré, immobilier, fonds traditionnels, fonds euros. Donc on a un prix qui est assez homogène finalement. On se rend compte que l'épargnant, qu'il passe par un réseau bancaire traditionnel, un réseau d'assureurs ou un CGP indépendant ou non indépendant, le prix est à peu près le même. Donc derrière, ce que ça peut induire, c'est que quand on est en mesure de comparer les prix, l'élément différenciant, c'est finalement le service et l'accompagnement que je vais obtenir en tant que client. C'est un peu cette notion de pricing power qui existe dans beaucoup d'industries et finalement assez peu dans la nôtre. Et si cette mentalité client émerge, c'est-à-dire que non seulement j'arrive à comparer les prix, donc maintenant je vais m'interroger sur le service rendu pour un prix donné, je serai prêt soit à payer plus cher, ou je voudrais soit payer moins cher, mais en tout cas je voudrais une adéquation parfaite entre ce que je dépense et ce que je reçois. Et c'est en ce sens qu'on voit cette tournure réglementaire comme positive pour les personnes qui savent donner du conseil, enfin vendre du conseil, procurer du conseil et des bénéfices afférents. Le premier choc réglementaire, c'était dans notre métier la LCB, la lutte contre le blanchiment, la connaissance client. Et l'industrie
assureurs CGP partaient quand même en retard par rapport aux banquiers, au réseau qui disposait déjà de toutes les informations. Là, ce deuxième choc réglementaire nous paraît quand même plus favorable à ceux qui sauront tirer leur épingle du jeu, les conseillers capables de donner du conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les questionnaires clients, ça permet de récupérer de la data qu'on n'avait pas forcément quand on était conseiller et que le banquier, lui qui détient la majorité des comptes, a plus facilement? Alors, oui et non. Ça permet de récupérer de la data, ça permet de mieux qualifier son portefeuille client, ça permet d'être plus efficace sur des contrôles que nous devons faire pour le compte de nos organismes de tutelle. Donc c'est forcément beaucoup plus utile et beaucoup plus confortable pour exercer notre contrôle, notamment sur le LCBFT, et aussi sur des réseaux directs sur l'adéquation entre le conseil donné et la situation client. Mais néanmoins, on ne détient pas l'information a priori, là où le banquier détient l'information. Un banquier n'a pas besoin de poser une question pour avoir une information, là où nous sommes contraints de le faire. L'intérêt d'être banquier, un peu, c'est d'avoir l'information? Alors l'intérêt d'être banquier, c'est vous qui avez choisi cette formulation, c'est pas comme ça qu'on avait échangé, mais j'avais accepté. C'est l'intérêt de pouvoir concurrencer le banquier à certains moments de la vie patrimoniale d'un client personne physique ou d'un chef d'entreprise. C'est surtout ça l'enjeu, c'est de voir comment le CGP peut être concurrentiel, réellement concurrentiel, non pas seulement en termes de conseil, mais en termes d'outils, et c'est là où le sujet de la banque et du bancaire intervient fortement. Selon vous, où est-ce qu'il y a le plus de potentiel? Au niveau des personnes morales, c'est-à-dire au niveau des chefs d'entreprise ou au niveau des personnes physiques? Alors, aujourd'hui, majoritairement auprès des personnes morales, on se rend compte que c'est une cible qui est assez maltraitée quand il s'agit de suivre et de gérer sa trésorerie stable. C'est des personnes qui basculent d'une vie à une autre quand ils cèdent leur entreprise. C'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement vraiment dans la durée et qui doivent jongler systématiquement entre l'approche privée et l'approche professionnelle. Et donc c'est une cible bien sûr qui est extrêmement intéressante parce que les profils sont variés. On a un tissu économique qui est favorable et qui doit le devenir si j'en crois les promesses qui sont faites en ce moment. Et face à cette dualité privée-professionnelle, on pense que le chef d'entreprise a besoin d'un chef d'orchestre capable d'aller jouer un petit peu de l'instrument des deux côtés. Et c'est le rôle du CGP selon nous. Ok, et bien on va donc commencer par regarder maintenant les opportunités qui existent à avoir une offre bancaire vis-à-vis des clientèles professionnelles. Jingle. Jonathan Benarous, donc, les professionnels, les personnes morales, en quoi ça peut être utile pour un CGP de les voir en disant je suis capable de vous proposer toutes mes solutions traditionnelles, mais aussi des solutions bancaires? Historiquement, le CGP proposait aux chefs d'entreprise des solutions de gestion de trésorerie. On sait que le compte titre a contribué à répondre à un certain nombre de demandes depuis quasiment 2011-2012, depuis que la FFSA ait mis une croix sur la solution contrat de capitalisation et depuis que les comptes à terme ont périclité avec des taux qui sont extrêmement faibles. Donc c'est vrai que les CGP se sont beaucoup investis dans la solution compte titre avec des sous-jacents aussi diversifiés que du non-coté, que du produit structuré ou de l'OPCVM. La nouveauté pour 2019, c'est bien évidemment aller au-delà de la gestion de trésorerie et surtout pour les personnes morales de travailler sur tout ce qui va être cession d'entreprise. On sait que c'est un moment qui est crucial et à partir de là, si le CGP a l'ensemble des cartes et l'ensemble des solutions à apporter aux clients, aux chefs d'entreprise, il a beaucoup plus de chances de rafler la mise que le banquier. Ok, alors on va prendre les solutions les unes après les autres. Je reste malgré tout sur le court terme. Romain Chevalier, trésorerie d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai du cash, parce que je n'ai pas d'idée pour investir. Je vais voir un CGP et en disant c'est de la trésorerie, pas vraiment courante, mais sur lequel je peux avoir un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Déjà, bravo pour cette accumulation de cash grâce à votre travail. Ce qu'il peut y avoir de bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux solutions accessibles. Il y en a deux chez Intential Patrimoine, si on est dans le cas d'une société dite commerciale. Soit un contrat de capitalisation, 100% unité de compte, par contre, on ferme l'accès aux fonds en euros pour ce type de société, soit un compte titre. Quand on s'oriente vers une solution compte titre, on a quand même une souplesse d'utilisation et une mise en place qui est plus simple, parce qu'un compte titre, Jonathan en parlera mieux que moi, c'est un acte bancaire
courants qu'une société peut réaliser. La structure de frais est un petit peu moins élevée. Et surtout, on peut y intégrer une diversité de produits financiers pour coller au profil de chaque investisseur. Donc aujourd'hui, les comptes titres personnes morales chez nous sont gérés soit sous mandat, on a une offre de gestion sous mandat, court et moyen terme adressée spécifiquement pour cette clientèle, soit avec des solutions de produits structurés, ou bien encore avec des solutions OPC traditionnelles auxquelles on peut venir apposer des options de stop win et de stop loss qu'on peut régler d'être +1 à -1 pour assurer le directeur financier et le chef d'entreprise. Donc en fait, on ouvre vraiment nos outils pour permettre au CGP d'exercer sa façon de construire une allocation d'actifs en fonction de son sentiment, sur le momentum, les produits qu'il maîtrise bien, pour construire une allocation d'actifs à chaque fois sur mesure pour le chef d'entreprise. Vous nous avez dit qu'il y avait une dynamique sur les personnes morales en début d'année. Plutôt, vous nous avez dit sur la partie Apicil France. Alors, sur la partie Apicil France, alors oui, là, on va rentrer dans une autre catégorie de personnes morales, on va dire plutôt sur des holdings patrimoniales, donc des sociétés non commerciales. On va dire que voilà, chez nous, on va ségréguer d'un côté sociétés commerciales, celles qui ont plus de 10% de leur chiffre d'affaires issu d'une activité dite commerciale et celles qui ont moins de 10% issues d'une même activité dite non commerciale, donc principalement des holdings patrimoniales. Et ces holdings-là ont accès, sous réserve, sous étude de dossier, à notre fonds euro Apicil. Et ça peut avoir un effet intéressant sur notre développement, pour nous et aussi pour le CGP et son client. Ok, alors la trésorerie, ça peut naturellement représenter des sommes importantes, mais la cession d'une entreprise, c'est des sommes qui traditionnellement sont encore plus importantes et qui effectivement, souvent, si les CGP ne sont pas là au moment de la cession, ils ne voient pas les sommes arriver chez eux, puisque les banquiers se sont précipités avant pour tenter de les récupérer. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est CGP avec une offre bancaire au moment de ces cessions d'entreprise? En fait, le premier point, le point peut-être charnier, on va dire, c'est l'encaissement du chèque. C'est où est-ce que je vais déposer le chèque une fois que j'ai vendu ma boîte, je suis heureux, j'ai le chèque, qu'est-ce que je vais en faire? On sait que si on le dépose à la banque, mécaniquement, le banquier... Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut le déposer que dans une banque? C'est vrai. C'est généralement sur le compte bancaire du client. Maintenant, c'est dans quelle banque? Et c'est là où tout va se décider. On sait que si on le dépose dans la banque du client, mécaniquement, le banquier va arriver avec sa solution. Et il va dérouler le tapis rouge et apporter la solution maison. L'intérêt du CGP, c'est d'encaisser le chèque sur une banque patrimoniale dédiée au CGPI, celle de Gresham Bank. Pourquoi? Parce que Gresham Bank, en tant que banque de plein exercice, est habilitée à encaisser des chèques libellés au nom du client. Donc tout le montage va se faire de la façon suivante. Vous savez que pour pouvoir bénéficier de l'apport cession, c'est là où les CGP apportent leur expertise au niveau de la cession, il faut monter la holding. Donc le mécanisme, c'est on apporte ces titres à une holding. Exactement. La holding va procéder à la cession. Le client, le chef d'entreprise, va ouvrir un compte titre au nom de la holding chez Intential, va déposer le chèque. Et à partir de là, on a 2 ans pour travailler sur des solutions d'apport-cession pour aller vers l'article 150 OBTR du CGI. Donc, il nous permet d'avoir un report d'imposition dès lors qu'on réinvestit 50% dans un certain nombre de sociétés. Exactement. Donc, les 50%, le client va pouvoir sélectionner des titres qu'il souhaite ou bien travailler avec des partenaires sociétés de gestion qui proposent des fonds d'investissement ou des solutions de mandat de conseil sur lesquels le client va pouvoir cocher les secteurs d'activité qu'il privilégie et à partir de là, la société de gestion va faire des recherches et lui proposer des sociétés de gestion. Toute l'ingénierie d'Intential, c'est que nous allons traiter la partie administrative, c'est-à-dire que nous allons créer la valeur de notre système, procéder à l'investissement, valoriser les titres pendant toute la durée de détention et ensuite procéder au remboursement. Le remboursement des titres qui se fera bien évidemment sur le compte espèce du compte titre ouvert chez Intential, donc toujours à la main du partenaire CGP. Aujourd'hui, vous avez tous les agréments pour faire toutes les opérations parce que là, est-ce qu'on est dans des projets ou est-ce qu'on est dans des choses que l'on peut faire pratiquement demain? Alors, ça, on l'a déjà fait hier. C'est pas compliqué, c'est qu'on a travaillé sur nos premières sessions en 2014-2015. Donc c'est quelque chose qui est déjà en cours. On a une très belle année 2017 sur cette activité-là parce qu'on sent que les partenaires qui ont accompagné la gestion de trésorerie sur les dernières années ont des chefs d'entreprise qui arrivent à leur retraite, qui souhaitent vendre leur boîte. Et donc là également, on va pouvoir les accompagner et on les accompagne déjà.
En pratique, vous constatez quoi? Il y a des CGP qui se sont un peu spécialisés dans ce genre d'opération ou ça se fait au cas par cas avec des CGP qui ont des entreprises dans leur, entre guillemets, est-ce que c'est choisi ou subi? Alors, il y a quand même des CGP spécialisés hein, de l'accompagnement de l'entreprise parce que le CGP est nativement plus orienté sur le patrimoine privé. On voit quand même une évolution assez nette. Avec beaucoup de CGP qui s'intéressent au monde de l'entreprise, soit via des clients personnes privées, et dans ce cas-là, ils vont pousser la porte d'à côté pour rentrer dans la vie de leur entreprise, soit par l'initiation d'une démarche commerciale, d'une démarche conseil orientée vers cette clientèle. Donc aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de marché chez certains CGP qui est assez franc et qui est assez rempli de succès, en tout cas sur ce qu'on peut constater chez Intensial Patrimoine. Georges, des questions? Oui, je pense que les CGP ont bien compris l'ensemble de l'offre, mais est-ce qu'avec Gresham Bank, on peut aller plus loin? Est-ce que notre client ou la boîte de notre client peut avoir un compte bancaire chez Gresham avec des services bancaires plus classiques type la carte bleue? Alors, ouvrir un compte bancaire chez Gresham, oui, ce sera possible. Ah, là, vous voyez. Tout à fait. Vous dites sera. Oui, parce qu'on parle d'un compte bancaire à proprement parler. D'accord. Donc ça, on travaille dessus pour avoir des livrables fin d'année, début d'année prochaine. Par contre, tout ce qui va être moyen de paiement, on l'a mis de côté aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas forcément le métier du CGP de proposer des moyens de paiement. Et deuxièmement, c'est pour reprendre l'exemple de la carte bleue, c'est extrêmement coûteux pour un client de disposer d'une carte bleue d'une banque qui n'a pas un maillage national comme les banques de réseau classiques. Oui, parce qu'on me demande une carte bleue avec le logo du cabinet de CGP dessus. Donc ça, c'est non. C'est une excellente idée, mais malheureusement, non, ce ne sera pas possible. Ok, une autre question, Georges? Je pense que sur le pro, on a répondu à peu près toutes les questions que j'ai eues. Bon. Vérifié en direct, mais oui, on a bien répondu. Écoutez, si on a tout répondu sur le pro, je vous propose de regarder maintenant les opportunités d'avoir une offre bancaire à destination de la clientèle des particuliers. Jingle. On va commencer par lancer le débat, puisque auprès des particuliers, banques, on pense compte titre. Première question, est-ce que le compte titre est redevenu attractif avec la flat tax? Alors, oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, parce qu'on a des opérations depuis le début de l'année, on a des demandes de CGP pour des placements de clients finaux qu'on n'aurait pas eu l'année dernière avec une fiscalité à l'IRPP. Donc clairement, aujourd'hui, les CGP ont intégré. Par contre, les clients, pas encore. On se rend compte que, si vous voulez, lorsqu'on compare l'intérêt de l'assurance vie par rapport à l'intérêt du compte titre, l'assurance vie reste le placement privilégié pour tout un tas d'autres choses que la partie fiscale. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que là où le compte titre il a une fiscalité dès le premier euro de cession, sur le contrat d'assurance vie, tant qu'on reste dans l'enveloppe et qu'il n'y a pas de retrait, on n'est pas fiscalisé. De facto, l'assurance vie, on va dire, continue à tirer l'épargne des particuliers, mais le compte titre redevient intéressant sur des opérations atypiques qu'on ne peut pas loger dans le contrat d'assurance. Par exemple, du non-coté, par exemple des matières premières, ou bien certains titres vifs. Alors, on va y revenir. Juste sur la partie assurance vie, pas d'effet flat tax? Non, pas d'effet monumental ou vraiment perceptible sur ce point. Beaucoup de questions sur le moment, mais je pense que, comme le disait Jonathan, au-delà du niveau d'imposition ou de fiscalité, c'est vraiment l'utilisation qu'on pourra faire du véhicule d'épargne qui reste privilégié. Est-ce que justement par rapport à ça, il y a des inquiétudes chez vous, du côté non pas du côté de la distribution, mais du côté des producteurs, sur le fait que finalement, on puisse se retrouver dans un produit qui soit beaucoup plus liquide qu'auparavant, puisque les 8 premières années, qu'on sorte au bout de 2 ans, 3 ans ou au bout de 7 ans, c'est exactement la même fiscalité. Il n'y en a plus les taux dégressifs comme on les avait auparavant. Alors, ça bouscule des modèles actuariels, forcément. Ça pousse à se réinterroger sur la duration. Par contre, je pense qu'il y a une donnée qui est assez peu maîtrisable aujourd'hui. C'est savoir qu'on peut sortir plus tôt encourage les clients à y aller aussi. Donc, c'est un petit peu le contre-effet de cette liquidité qui peut être vue comme un risque. On pense que la lame de fond, c'est quand même en permettant aux clients d'être libres, même s'il y a encore de la fiscalité, même si auparavant la fiscalité n'était pas aussi élevée que les taux le laissaient apparaître parce qu'on n'imposait que la fraction taxable. Malgré tout, il y aura quand même un mouvement de fond pour, à mon avis,
aller plus généreusement vers l'assurance vie, là où des clients imaginaient encore que c'était bloqué 8 ans, que la fiscalité était trop importante. Donc on ne croit pas que les objectifs des Français aient changé avant et après la flat tax. Les caps restent les mêmes. Et ce petit effet amélioration ne va pas bousculer le marché plus que ça. Jonathan Benarro, je reviens vers vous. Vous me dites le compte titre A, la fiscalité s'est améliorée, elle est notamment très utile sur un certain nombre de points. Vous m'avez cité les matières premières. Le non-coté, c'est un vrai axe de travail en cohérence avec la stratégie politique qui nous est annoncée aujourd'hui? Totalement. Le non-coté, notamment le non-coté dans le PEA, le PEA-PME, représente aujourd'hui sur la collecte bancaire environ 30% de la collecte. Parce qu'on se rend compte que les clients finaux, notamment les clients patrimoniaux, souhaitent diversifier leur épargne en investissant dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc, c'est bien beau d'avoir un PEA dans lequel on va pouvoir investir dans des OPCVM ou bien dans des actions. Par contre, aller investir dans la boîte d'un ami qui est en train de monter, participer à une augmentation de capital d'une boîte qu'on connaît, qu'on suit depuis longtemps, ça a parfois plus d'intérêt. Et donc là également, on a un véritable attrait pour ce type de solution. Autant dans le PEA, mais je dirais encore plus précisément dans le PEA-PME, qui est l'enveloppe un peu oubliée des banquiers parce que petite, 75 000 € x 2 pour les époux, et surtout hyper corrélée avec très peu de sous-jacents. On a à peu près une trentaine, une quarantaine de titres, mais qui évoluent exactement de la même façon. Je suis CGP, je suis intéressé par l'idée de me dire, ah oui, le compte titre, ça peut être intéressant. Mon ambition, ça doit être quoi? Ça doit être d'en ouvrir ou d'aller en chercher ailleurs? Parce que je ne peux pas aller chercher les contrats d'assurance vie dans d'autres compagnies d'assurance parce qu'ils ne sont pas transférables. Mais un compte titre, un PEA, un PEA-PME, c'est tout à fait transférable. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Aller capter de la nouvelle collecte, bien évidemment, c'est intéressant parce qu'on découvre un nouveau client et on voit son potentiel. Mais aller récupérer de la collecte qui a déjà été faite notamment par le banquier ailleurs, parce qu'on sait que le banquier sait ouvrir des enveloppes. Il a parfois du mal à les transférer. Oui, mais alors ça, on s'en occupe. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, clairement, aller récupérer de l'épargne qui est parfois mal gérée dans des établissements et ensuite la transférer telle qu'elle, parce que je précise, tout l'intérêt du transfert compte titre, c'est qu'on conserve l'intégralité des titres sans ne rien vendre. À partir de là, le CGP récupère les encours, réarbitre le portefeuille et puis met la main dessus. Et ça, honnêtement, ça peut compenser une baisse de collecte sur des nouveaux clients. Georges, une question. Oui, on demande si vous avez d'autres offres pour les particuliers. On a un livret pour des opérations court terme, du crédit immobilier. Alors, le livret, la banque en a proposé par le passé. Clairement, vu les taux actuels, on oublie pour le moment. Si les taux venaient à remonter, on réétudierait la question. La question du crédit immobilier, on y travaille là également. On se fait accompagner par un cabinet pour lancer cette offre fin d'année, début d'année prochaine, au travers de deux types de crédits. Un crédit immobilier et un crédit. Ça sera un crédit immobilier pour faire des opérations patrimoniales ou pour faire de l'acquisition traditionnelle, les biens deux. Locatifs Les deux. Si vous faites référence à, par exemple, de l'achat de SCPI, ce sera possible. Bien évidemment, ce type de crédits-là seront des crédits qui seront adossés à des encours qui seront déposés dans le groupe Apicil et pas forcément uniquement chez Gresham. Donc c'est là tout l'intérêt d'avoir un grand groupe qui distribue sous différentes enveloppes. Et puis l'autre type de crédit qu'on proposera, ce sera le crédit court terme, donc pour pouvoir, lorsque le client veut faire un achat un peu coup de cœur, pour pouvoir l'accompagner sur ce type d'opération. Une autre question? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ok. Aujourd'hui, votre conviction, c'est qu'on ne peut plus être CGP avec les produits traditionnels que l'on avait sans aller. On a bien vu, les banquiers sont progressivement allés empiéter sur le monde de l'épargne. Quand j'étais gamin, on était banquier, puis après on est devenu banquier et assurance. Il faut que les CGP fassent un peu le mouvement, mais en sens inverse. L'ambition, c'est le mouvement en sens inverse sur la recherche d'outils et de solutions. C'est absolument pas le mouvement en sens inverse en termes d'état d'esprit et de positionnement client. Donc si les CGP parviennent, et j'en ai aucun doute, à conserver leur identité, à conserver leur intimité client, tout en ayant accès à des solutions qui autrefois étaient réservées aux copains concurrents banquiers, dans ce cas-là, c'est toutes des parts de marché très nombreuses qui s'ouvrent à eux. Donc ma conviction, c'est qu'en conservant leur ADN de conseiller, de chef d'orchestre du patrimoine privé et professionnel avec les outils, avec les instruments dont ils n'avaient pas la jouissance auparavant, ils ont un formidable avenir.
Romain Chevalier, Jonathan Benarous, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Georges, un petit mot de conclusion? Oui, pour dire qu'on se retrouve mardi, pas mardi demain, mais mardi dans une semaine pour notre prochain Club Expert Flexible avec Sycomore et la Française AM. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Donc, rendez-vous mardi la semaine prochaine. Ciao.